Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Lengo, avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le D2C, Direct to Consumer, mode d'emploi. Internet semble bannir les intermédiaires et plus seulement dans des secteurs comme le voyage ou les loisirs. Tous les secteurs d'activité sont aujourd'hui concernés par le D2C, Direct to Consumer. D'après un sondage OpinionWay pour Capgemini et La Poste, 72% des distributeurs interrogés estiment que le D2C va profondément remodeler le paysage de la distribution, menaçant les modèles actuels des distributeurs et des marketplaces. 80% des sondés considèrent que les marques traditionnelles doivent, pour survivre et s'adapter, lancer leur propre modèle D2C. Cependant, des questions surgissent. Toutes les marques doivent-elles se lancer en D2C ? Comment les réseaux sociaux participent-ils largement au développement du D2C ? Quels sont les conseils, notamment les challenges à anticiper, pour une marque qui souhaiterait se lancer dans le D2C ? Pour en discuter, Lara Falk Pierrotin de Shopify, Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant, Frédéric Clément de Lengo, Alexandre Ali de Pandati. Bonjour à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un troisième numéro consacré à un nouvel, acronyme, on va dire, une nouvelle expression dans le monde de l'e-commerce qui est le D2C, qui veut dire Direct to Consumer, et l'idée c'est d'en donner le mode d'emploi. Et pour cela, j'ai une toute première question, et nous commencerons par toi Lara. Toutes les marques doivent-elles se lancer en D2C ? Donc, merci pour cette première question. Je pense qu'avant de répondre, on pourrait peut-être définir ensemble ce qu'on entend par D2C. Il me semble que le D2C, c'est une situation où la marque contrôle l'expérience client et vend directement à son consommateur final sur traditionnellement ses boutiques en propre, que ce soit d'abord des boutiques en ligne, mais aussi des boutiques retail peut-être. Donc moi, c'est comme ça que je définirais le B2C aujourd'hui. C'est vraiment cette relation directe entre une marque et son consommateur final, à commencer par son site e-commerce dédié et propre. Maintenant, est-ce que toutes les marques doivent se lancer dans ce type d'activité ? Donc, il me semble qu'avoir ce contact direct avec ses clients finaux et vraiment maîtriser l'expérience du consommateur final est très importante pour une marque, pour établir son image de marque assez forte et sa communauté. Donc il me semble que dans un premier temps, c'est sûrement très pertinent pour une marque d'avoir ce contrôle de l'expérience client et pouvoir ainsi se différencier face à son concurrent. Maintenant, est-ce que toutes les marques doivent commencer par ça ? Il me semble que ça dépend de l'industrie. Ça me semble aussi dépendre des ressources financières de cette marque et du pays auquel on fait référence. En tout cas, pour ce qui est de ce contrôle de cette expérience d'achat, il semblerait que c'est pertinent. Merci Lara. Ouais. De ton point de vue, Frédéric ? Je pense que oui, dans l'absolu, c'est une bonne chose qu'elle se lance en direct consumer. Après, il faut qu'elle le puisse aussi, parce que il faut avoir la volonté d'avoir cette relation, se construire cette relation avec le consommateur final, de la maintenir, parce qu'on a toutes les logiques de CRM à mettre en place, et qu'elle le puisse en termes de capacité financière, en termes de compétences, parce que passer d'un modèle de wholesale à un modèle de direct consumer, c'est un vrai gap pour elle. Donc oui, en théorie, c'est une bonne chose pour elle, mais il faut qu'elle puisse le faire en interne et puis en externe. Merci Frédéric. Pierre-Louis, quel est ton avis sur le fait que les marques se lancent en D2C, ou surtout, est-ce qu'elles doivent se lancer en D2C ? Alors, il y a deux choses. Une chose que j'ai entendue tout à l'heure, c'est avoir son propre réseau retail. Donc, quand on dit les marques, on pense d'abord secteur, en fait. Mm-hmm. Et en tant que représentant des annonceurs, je bosse pour beaucoup de secteurs, et notamment FMCG, le contrôle du réseau, il n'y a pas de réseau propre de distribution. Mm. Le deuxième sujet, c'est... donc, non, la réponse est non, en fait. Pourquoi ? Je vends du dentifrice ou de la moutarde ou de la mayonnaise ou des sachets de Suzy One avec un ticket d'entrée à 1,50 € ou à 2 €
et je vends ça sur un site, mon site de e-commerce, je vais avoir un problème de supply, je vais avoir un problème de masse critique en termes de nombre de commandes, je vais avoir un problème de livraison, et je vais avoir donc un problème de rentabilité. Donc non, tout le monde ne doit pas y aller. On peut y aller à partir du moment où on a la masse critique et un ticket d'entrée minimum pour que ce soit au minimum break-even ou en tout cas rentable. La réponse est donc, ça dépend du secteur. Nike sort d'Amazon et vend ses propres produits. Je dis bravo et ils seront rentables, c'est une évidence. Ils se sont même servis d'Amazon comme tremplin. Est-ce qu'un vendeur de dentifrice ou un vendeur de moutarde va arriver à faire ça? J'ai des gros doutes. Franchement, c'est même impossible en fait. Eh bien, nous avons juste à côté de toi un vendeur de thé. Et donc, à cette question, que réponds-tu, Alexandre, sur le fait que toutes les marques doivent-elles se lancer en D2C? J'ai un biais parce que j'ai lancé une marque direct to consumer, une marque de thé. C'est vrai que moi je pense aussi beaucoup au e-commerce. Quand on dit direct to consumer, aujourd'hui on pense au e-commerce, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir sa propre boutique et être en contact direct avec ses clients. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un contexte où ça devient de plus en plus facile de se lancer. Les solutions technologiques qui permettent de lancer un site e-commerce ou de trouver un designer ou de trouver un fournisseur. Aujourd'hui, pour quelques milliers d'euros, on peut lancer une marque et il y a un nouvel entrant qui arrive et qui peut rentrer en contact avec ses clients via les réseaux sociaux. Donc dans un contexte où c'est très facile de lancer des marques, il est certain que les acteurs traditionnels, FMCG, peuvent se sentir attaqués, menacés. Et bien sûr, ça serait dommage de laisser la porte à d'autres clients qui pourraient acheter sur Internet. On a envie d'être présent parce qu'en fait, il y a quand même 10 à 20% du marché qui se fait sur Internet et c'est dommage de rater cette opportunité. Après, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que se lancer sur Internet, on idéalise souvent on va dire cette stratégie, mais c'est un coût comme un loyer. C'est-à-dire que quand on ouvre une boutique sur Internet, on est inconnu. On est dans un petit village et personne passe devant la boutique. Et ce coût d'entrée, il faut arriver à le mesurer. Et plus on a un panier moyen élevé, donc une paire de chaussures Nike à 150 €, c'est clair que ça laisse plus de marge pour pouvoir développer son business que quand on a une stratégie monoproduit sur de la moutarde ou peut-être sur du thé. Sans doute. Sans doute. Et là, il y a quand même quelques calculs à faire et il faut faire les choses intelligemment. Merci Alexandre pour ces précisions et ce vécu que tu vas certainement continuer à développer à travers d'autres questions. Ma deuxième question justement, quel est l'impact du D2C sur les partenaires et distributeurs existants? Derrière, est-ce qu'on ne peut pas les fâcher par exemple ou d'autres mésaventures de ce type? Lara. Alors, il est clair que la tendance D2C a un impact sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire que traditionnellement, en tant que marque, je devais passer par des distributeurs pour qui va aller ensuite aller toucher mon consommateur final. Dans le modèle D2C, je vais directement vendre à son vendeur final et donc mes distributeurs, que ce soit des retailers ou des intermédiaires ou des marketplaces qui m'achetaient en gros, se retrouvent menacés. Vu que en fait, leur vol du business, pour moi, aller directement vendre en propre à mes clients. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu, une chaîne de valeur qui se raccourcit. Après, donc évidemment, ça déstabilise les acteurs traditionnels. Maintenant, je pense qu'il y a sûrement une opportunité pour ces acteurs traditionnels de réinventer leur modèle et aussi la manière dont ils collaborent avec les marques. On le voit par exemple avec des marketplaces qui ont commencé sur un modèle achat wholesale avec les marques qui ensuite ont ouvert leur marketplace vendeur tiers. Donc là, on voit des modèles qui s'hybrident, donc des gens qui ont su en fait répondre à ces attentes des marques. On peut aussi imaginer des partenariats surtout des partenariats en fait plus forts entre ces distributeurs et ces marques. Les distributeurs pouvant peut-être répondre en fait aux besoins des marques qui ont besoin en fait de retour client, de données sur la performance de leurs produits qu'on peut trouver du coup dans une approche direct to consumer avec du B2B. Donc en fait, je pense que c'est l'opportunité pour le B2B de se réinventer et d'ailleurs on voit des nouveaux entrants d'ailleurs sur la chaîne de valeur. Donc c'est pas uniquement une évolution pour les acteurs existants, c'est aussi des nouveaux entrants, type les marketplaces B2B, comme par exemple Faire aux États-Unis, qui entrent sur le marché et qui réinventent cette relation entre retailer et marque, par exemple. Ou les marketplaces de pop-up store, qui proposent à des marques d'aller finalement diversifier leurs canaux de vente, direct to consumer, avec des points de vente retail.
Donc c'est à la fois évidemment une mise en péril de ces modèles traditionnels, aussi je pense une opportunité de repenser ce mode de collaboration, et puis aussi des nouveaux entrants qui font leur apparition. Merci Lara. Frédéric, ton avis sur l'impact du D2C sur les partenaires et distributeurs existants? Écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec Lara. C'est vrai qu'on a commencé la conversation en associant le D2C à avoir un site en vendant en direct, mais pour de nombreuses marques avec lesquelles on discute, on côté là, le D2C passe par les marketplaces. Et c'est vrai que si on regarde le paysage des retailers en Europe et encore plus en France, en fait, les gros retailers ont lancé leur propre marketplace. Donc c'est toujours un peu l'œuf ou la poule, on ne sait pas par où ça a commencé, mais très clairement, on voit des retailers qui accueillent des marques à bras ouverts sur leur modèle marketplace et qui les invitent à sortir du modèle wholesale. On a eu pas mal d'annonces avec Amazon aux US ou Tesco au UK qui a carrément référencé certaines marques. Et on voit clairement maintenant les marques arriver sur les marketplaces. Donc c'est une autre relation qu'il va y avoir entre les marques et les distributeurs. Il y a des nouveaux sujets comme le retail média qui permettent d'étendre ces partenariats et d'apporter de la valeur tant aux marques qu'aux distributeurs. Donc oui, ça change les rapports de force, ça change des relations. Après, la relation entre les distributeurs et les marques, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les distributeurs, par le passé, ont lancé des MDD, donc ils sont venus sur le terrain des marques. Là, on voit un peu l'inverse. On va dire que c'est dans le sens de l'histoire. Merci Frédéric. Pierre-Louis, ton avis sur l'impact du D2C sur les partenaires et distributeurs existants? D'un point de vue annonceur et activation, c'est un angle aussi à travailler. Demain, je travaille avec Carrefour ou Leclerc, où je vais peut-être m'engager à dépenser de l'argent pour générer du trafic et générer des ventes sur leclerc.fr ou carrefour.fr. Donc, les modèles de ce type peuvent fonctionner. Donc, on revient au modèle D2C. C'est un modèle indirect pratiquement qui est en train de se mettre en place sur du FMCG, mais c'est aussi le cas, si on prend l'automobile, le but d'un Ford.fr ou d'un Renault.fr, c'est de générer une demande d'essai pour ensuite générer du trafic sur la concession. Donc pour moi, le modèle absolu, il est là. C'est-à-dire que je n'ai pas mon réseau, donc je génère du trafic sur les réseaux qui me distribuent. Là où il y a une petite limite à ça, c'est sur la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des deals avec Carrefour ou Amazon ou Jumia en Afrique ou au Maghreb. On va avoir un problème de lisibilité jusqu'à la transfo pure, c'est-à-dire l'acte d'achat. La mise au panier n'est pas encore suffisamment transparente pour un industriel. Et ça c'est un frein. Parce qu'on met 100 €, mais on ne sait pas combien ça rapporte au réel à la finale. Donc, c'est le seul frein que je soulignerai par rapport à ça. Merci Pierre-Louis. Alexandre, ton avis sur le fait que le D2C peut poser problème, ou en tout cas a un impact sur la relation avec les partenaires et distributeurs existants? Alors, je pense qu'on part d'un monde où les rapports étaient complètement déséquilibrés. Dans le passé, quand on lançait son produit, on lançait sa marque, on avait besoin des distributeurs pour accéder aux clients. Aujourd'hui, on peut y arriver beaucoup plus facilement. Je pense que les deux vont vivre ensemble et il n'y aura pas le choix. Aujourd'hui, 90% de mon marché dans le thé, il se fait encore dans les magasins. Il y a 10% qui se fait sur Internet. Et si je veux atteindre ces 90%, je vais être obligé de passer par des réseaux de distribution externes, des restaurants, des pharmacies, des points de vente spécialisés. Et c'est le cas pour Pandati aujourd'hui? C'est le cas pour Pandati. Mais on fait 90% de notre chiffre d'affaires sur Internet. Aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de trouver, et je pense que c'est ça le futur, c'est comment un client va pouvoir commencer son parcours d'achat sur Internet, acheter son premier produit sur Internet, mais peut-être racheter en magasin à côté de chez lui, ou l'inverse, découvrir un produit dans un magasin à côté de chez lui et revoir l'ensemble de la gamme qui n'avait pas forcément en magasin sur le site Internet. C'est deux réseaux de distribution qui doivent aller ensemble, mais c'est sûr que la relation elle est beaucoup plus équilibrée quand une marque de déodorant va voir Franprix et lui explique que de toute façon, il y a des millions de clients qui veulent acheter sur Internet. Donc si vous ne le prenez pas, c'est vraiment pas grave. Au niveau des marges, au niveau des négos, ça rééquilibre quand même un petit peu les choses. Et ça, je pense que ça fait du bien à l'industrie en général. Et il faut trouver le bon équilibre. Alors, je vais reprendre ce que tu as évoqué tout à l'heure. Tu évoquais le fait que se lancer dans le D2C, c'était plus simple parce qu'il y avait un certain nombre de nouvelles technologies et un certain nombre de nouveaux canaux. Et parmi ces canaux, eh bien, il y a les réseaux sociaux. D'où ma troisième question. Comment les réseaux sociaux participent-ils largement au développement du D2C? Ton avis, Lara?
Alors je pense que effectivement les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans le développement de cette tendance parce que je pense que pour les marques, c'est effectivement quand on dit D2C, on se réfère d'abord au site e-commerce en propre. Maintenant, le site e-commerce en propre, comme on l'a mentionné, a ses limites en termes de présence et d'étendue et d'audience. Donc il est dans l'intérêt évidemment des marques d'aller au-delà de leur propre site internet, chercher les consommateurs où ils sont. Et c'est là que les réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui on voit énormément de gens de consommateurs qui sont sur Instagram, qui sont sur Facebook, qui suivent ainsi les nouvelles tendances de produits, qui ont des achats qui sont plus des achats d'impulsion sur ces réseaux sociaux, qui cherchent des informations sur les marques sur ces réseaux sociaux. Et du coup, il est assez logique pour les marques, en fait, de commencer à vendre sur ces points, ces réseaux sociaux qui, traditionnellement, étaient plus des lieux d'échange ou d'information sur ces marques. Donc les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, sont un des canaux D2C assez puissants pour les marques. Et comme l'avantage du D2C, ils permettent à ces marques de construire des communautés très fortes. Évidemment, l'aspect réseau social, là, rajoute une brique, en fait, à l'approche direct to consumer de création de communautés, où le réseau social permet d'amplifier, en fait, cette communauté sur les réseaux sociaux. Donc, une brique très importante du mix de canaux de vente. Merci beaucoup, Lara. Ton point de vue, Frédéric? Oui, on parlait des communautés. En fait, ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, en plus, c'est qu'ils fédèrent différents types de communautés. On voit des classes d'âge différentes. Bien sûr, entre Facebook ou un TikTok, on ne va pas avoir la même audience. On a des réseaux sociaux qui interviennent à des moments de vie qui sont différents d'autres. Quand on parle de Pinterest, par exemple, ils vont intervenir à des moments très forts, de type de mariage, un déménagement. Donc ça, c'est des signaux qui sont très importants pour les marques. Et d'un point de vue plus technique et publicitaire, ce qui est intéressant, c'est de voir tout l'arsenal publicitaire que proposent ces réseaux sociaux. Je ne vais pas parler de ciblage ou autre. Et encore plus pour la partie e-commerce, c'est qu'ils sont en train de se déplacer sur le monde du transactionnel. Donc nous, on regarde beaucoup le marché chinois, quand on parle de WeChat, quand on parle de Douyin en Chine, et ils sont déjà des canaux transactionnels. Et on voit très bien des initiatives comme Instagram aux US, qui est devenu, peut-être pas une marketplace, mais en tout cas un canal qui va plus loin que le clic. Et je pense que pour une marque qui veut aller direct to consumer, ça a vraiment de la valeur pour ces acteurs aujourd'hui. Merci Frédéric. Pierre-Louis, ton avis sur le rôle des réseaux sociaux en ce qui concerne le développement du D2C? Alors déjà, il y a un problème de ciblage, parce que quand on parle de Facebook, on parle aux anciens. Quand on parle d'Instagram, on parle sur du 18-30. Donc, on n'a même pas parlé de TikTok. Hein. Et on parle même pas de TikTok, mais ce n'est pas des vrais consommateurs, ils ont de l'argent de poche, à un moment donné. Bon. Mais prenons Instagram, par exemple, qui pour moi est le canal à suivre absolument. Ils ont un modèle d'intégration publicitaire qui est absolument magique. C'est 2-3 secondes maximum, il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas de positionnement. Enfin, c'est des marques qui s'expriment extrêmement bien, extrêmement rapidement. Et il y a un deuxième phénomène qu'on est en train de voir aussi, c'est que Instagram, pour en venir à ça, est considéré comme un énorme mall, une sorte d'énorme boutique. Je suis une femme 35-45 ou 30-40 et j'aime la mode, les sacs, les chaussures et je vais donc choisir mes marques que je vais suivre et donc ça ne sera même plus de la publicité, même si c'est un post sponsorisé de 3 secondes, ça va être une information que je vais prendre moi et qui va me permettre de comparer un sac Hermès à un sac X ou Y. Donc la notion d'Instagram pour moi, le canal Instagram, c'est pour moi celui qui est le plus avancé aux États-Unis, mais en France aussi, en termes de consommation d'Instagram. C'est-à-dire que regarder des femmes enceintes ou des gens qui montent leurs pieds au bord d'une piscine, ça n'intéresse de moins en moins les gens. Regarder, stalker les individus qu'on ne connaît pas. Bon. Par contre, suivre l'actualité des marques sur des posts de 2 secondes, ça devient une vraie tendance de fond et pour revenir à ton point-là, Insta va devenir un vrai canal de vente à part entière, complètement. Facebook, je suis un petit peu plus dubitatif parce que les modes d'intégration ne sont pas les mêmes. On parlera d'Instagram dans l'écosystème, au sein de l'écosystème e-commerce dans une prochaine émission, donc merci pour le teasing. Non mais juste pour terminer avec ça, c'est qu'on revient sur la cible. Un acheteur Facebook, il sera beaucoup plus réticent à acheter parce que plus âgé, pour la faire caricature. Et pourtant, plus de pouvoir d'achat, pourtant. C'est pas dans les us et coutumes d'un acheteur 45+, que de passer par un achat même... bon. Et au-delà de l'âge, on parle de contexte aussi. Enfin, et de contexte de Facebook est exactement. beaucoup moins inspirationnel que ce que peut être Instagram. Donc, voilà. Je rejoins entièrement. 25-35 CSP+, sur Instagram, il y en a beaucoup de plus en plus, et Instagram devient une boutique. Très bien, merci Pierre-Louis, merci Frédéric. La parole à toi Alexandre, sur justement l'importance des réseaux sociaux au développement du D2C. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir
ton expérience par rapport à l'usage des réseaux sociaux? Alors, on va dire sans prétention qu'on est né sur les réseaux sociaux comme beaucoup d'autres marques qui se lancent aujourd'hui. Les réseaux sociaux nous ont permis de toucher notre communauté. Donc Instagram est quand même magique parce que c'est quand même le lieu sur Internet où on peut toucher n'importe quelle communauté. Les passionnés de cuisine, les passionnés de voiture, les passionnés de cinéma, les passionnés de sport. On peut trouver tout et n'importe quoi. On peut trouver des influenceurs ou des personnes qui ont des communautés qui communiquent très bien avec ces audiences. C'est un lieu de créativité, où on peut faire des choses exceptionnelles d'un point de vue marque, on peut exprimer beaucoup de choses, on peut expliquer ses arguments produits, mais on peut donner des choses beaucoup plus aspirationnelles. Et donc, c'est un lieu parfait pour lancer des nouveaux produits. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que des nouveaux entrants sont quasiment au même niveau que des marques traditionnelles. Aujourd'hui, un Chanel est à côté d'une marque qui a 2 ans d'existence. Et je pense qu'en termes d'habitude et de savoir-faire, de création de contenu, les deux peuvent se valoir, les deux peuvent être challengés, et c'est ça qui est intéressant. Donc on voit plein de nouvelles marques qui se lancent grâce aux réseaux sociaux, parce que c'est une opportunité de toucher des communautés, de créer du contenu pertinent, du contenu de marque, et les consommateurs ont de plus en plus l'habitude de découvrir des produits via les réseaux sociaux. Après, de se dire que ça va devenir une boutique, Facebook avait essayé de mettre un checkout dans son feed, c'était un flop. Instagram l'a annoncé, ils ont annoncé que c'est en test. On va voir. Je pense que maintenant, peut-être que le fait que le mobile soit dans les mains des consommateurs depuis 10 ans, ça va peut-être changer les choses. Après, pour moi, Instagram, c'est plus une vitrine. Et le site internet, ça devient plus un endroit transactionnel. On sait déjà ce qu'on veut, en fait, au moment où on rentre dans la boutique. On l'a déjà vu avant. Mais on est quand même content d'avoir une expérience de marque qui est un peu propre à son produit, d'avoir un site internet qui est propre à la marque, d'avoir toute la relation par email qui est propre à la marque. Et les deux continueront d'avancer ensemble, j'en suis convaincu. Je suis désolé, Merci Alexandre. Tu as raison. Pierre, oui. Instagram est un mall dans lequel tu te balades et ensuite tu rentres dans les boutiques. Voilà, on s'est mis d'accord. Eh ben, c'est parfait, quelle concorde. On va terminer par une dernière question. Justement en termes de conseils ou d'avis, quels sont vos conseils, notamment les challenges à anticiper, les difficultés à anticiper, pour une marque qui souhaiterait se lancer en D2C? Ton avis, Lara, quels seraient tes conseils? Alors je pense que je pense qu'il y a 3 conseils fondamentaux que je donnerais sur ce sujet. Le premier, c'est d'avoir une bonne projection financière en fait, de la capacité financière requise à se lancer en D2C. Je pense qu'on l'a mentionné, les coûts d'acquisition ont tendance quand même à bien augmenter pour les marques. Donc il y a quand même un enjeu de capacité d'investissement. Et donc première recommandation, ce serait vraiment d'avoir un calcul de ROI et une suivi assez fine des dépenses marketing. Et puis aussi de l'intérêt stratégique de faire cet investissement et où. Donc ça, ce serait le premier point. Deuxième point, se lancer en D2C, ça peut aussi venir de boîtes plus traditionnelles qui reposaient plutôt sur un modèle B2B. Le D2C, c'est quand même une organisation logistique différente, donc c'est une supply chain différente, donc ça nécessite de pouvoir en interne faire évoluer son modèle. Donc je pense qu'expliquait d'ailleurs Pierre-Louis au tout début. Exactement, donc je pense qu'avant de se lancer, il faut bien vérifier que d'un point de vue production, distribution, que la boîte est capable et elle met en place des bons process pour le faire de manière efficace. Donc ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, je pense que, on l'a mentionné, mais en fait, souvent, le modèle B2B et B2C, direct to consumer, va en fait coexister. Donc, je pense qu'il y a quand même un enjeu de gestion de réseau de distribution, potentiel conflit entre direct to consumer et B2B. Donc je pense qu'avant de faire cette décision, il s'agirait de bien comprendre où est-ce qu'il est stratégique d'attaquer avec du B2B, où est-ce qu'il est plus stratégique d'aller direct to consumer, que ce soit par exemple aller à l'international sur un marché qu'on ne connaît pas. Ça peut valoir les coups de commencer par du B2B avant de se lancer à D2C. Voilà, je pense que c'est une question de mix et de choix stratégique de quel est le bon canal de distribution pour la marque en fonction du produit ou de la région.
Voilà, donc ce serait... Merci Lara pour ces 3 conseils très clairs. Donc nous allons maintenant écouter ceux de Frédéric. Moi, je serais très terre à terre, surtout pour les marques traditionnelles qui décident d'aller en D2C. C'est vraiment de ne pas sous-estimer l'impact de la logistique et du service client. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de branding, de réseaux sociaux et autres, mais à la fin, une grande partie de l'expérience client sera liée à la livraison. Est-ce que j'ai du répondant quand je contacte le service client? Est-ce que je peux faire facilement des retours? Et c'est vrai que pour une marque qui a été habituée à envoyer des palettes à des distributeurs pendant des décennies, passer d'un modèle où elle va envoyer un colis dans les temps, dans une bonne qualité au consommateur final, c'est un vrai enjeu. Ouais, le fameux dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, exactement. Et c'est vrai que c'est des discussions qu'on a très en amont, parce qu'ils sont très structurantes, comme tu l'as dit, au niveau de l'organisation, se dire voilà, que ma chaîne logistique, elle va changer du tout au tout à cause, ou en tout cas grâce à ce mouvement en D2C. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup moins de paillettes que sur l'aspect branding ou autre, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour les marques. Merci Frédéric. Pierre-Louis, tes conseils pour se lancer? Admettons que je décide, quel que soit le secteur, de lancer une activité direct to consumer, je ferai un test and learn sur une zone ou un environnement clos, étanche, pour justement identifier tous les écueils qu'on peut avoir en termes de supply, de calcul du ROI, de monétisation, tout ça. Ça peut être une zone géographique, ça peut être sur une tranche d'âge spécifique en termes de communication, ça peut être sur pas mal d'items, mais essayer d'être le plus étanche possible et le moins visible possible sur le test. Et au bout de 6 mois ou 1 an, et pas avant, j'aurai les informations sur la masse critique, sur le type de service que je dois mettre en place, est-ce que je dois avoir 3 ou 15 personnes sur un plateau en train de répondre au téléphone, etc. etc. Le deuxième point, c'est peut-être penser un peu plus large et pas être uniquement centré sur sa propre industrie. Je reviens sur les FMCG, si je vends que de la moutarde tout seul, je vais avoir de toute façon un mal fou à être rentable. Par contre, si je mets mon programme CRM cross-catégorie et j'ai une activation direct to consumer en cross-cat, c'est-à-dire moutarde plus dentifrice plus chaussettes, dans un seul et même programme, à ce moment-là, mon niveau de rentabilité est peut-être atteignable, et à ce moment-là, je peux rentrer dans une logique de direct to consumer. Voilà. Et puis le troisième point, c'est rester extrêmement humble, parce qu'en général, ce n'est pas les équipes marketing qui gèrent ce type d'action, c'est plutôt les équipes commerciales et ventes. Donc une sorte de synergie avec ces deux équipes, entre ces deux équipes marketing et c'est vente. clair qu'il faut un patron pour coordonner ça à tous les niveaux, y compris la supply, l'usine, le service après-vente et tout ça. Il faut un monsieur direct to consumer. À terme, c'est ce qui va se passer, c'est obligé. Merci Pierre-Louis. Monsieur ou madame? Ou un madame. Alexandre. On va rentrer dans le MeToo. Alexandre. Alors moi j'aurais 2 conseils. Comme l'a dit Lara sur la partie financière, bien faire ses calculs avant de se lancer. Là je parle plus aux personnes qui souhaiteraient lancer leur start-up. Il y a une réalité économique dans la distribution directe, et même si les barrières à l'entrée sont plus basses qu'il y a 10 ans, il y a quand même des choses à vérifier avant de se lancer en termes de marché, de panier moyen, de marge. Le deuxième conseil que je donnerais à la fois aux grands groupes traditionnels qui voudraient se lancer et également qui est valable aussi pour les nouveaux entrants, c'est de s'entourer des meilleurs pour la marque, pour le contenu, pour faire quelque chose qui claque, en fait, quelque chose qui sort du lot. Aujourd'hui, dans un monde où il y a une marque qui se crée tous les jours, peut-être 10, je ne sais pas combien il y a de nouveaux magasins qui se lancent tous les jours sur Shopify, mais ça doit être assez impressionnant. Pour sortir du lot, ça n'a jamais été aussi difficile. Donc ça, c'est un élément qui est clé dans son succès. Donc bien poser les valeurs de la marque et savoir où est-ce qu'on veut aller. Et pour un acteur traditionnel qui souhaiterait être un peu plus indépendant de ses distributeurs et commencer à toucher en direct ses clients parce qu'il veut avoir plus de retours produits, qu'il veut mieux maîtriser son CRM, je pense qu'il y a une vraie réflexion stratégique à faire en amont pour faire les bons choix technologiques, pour faire les bons choix de marché, comme ça a été déjà dit précédemment, et de le faire de la manière la plus actuelle possible, donc de s'entourer de startups, de s'entourer d'entrepreneurs, de le faire un peu de cette manière-là, parce que c'est pas un projet qu'on fait comme on va développer une nouvelle catégorie de produits, de lessive, enfin ça c'est pas un truc qui se fait à l'ancienne, quoi. C'est que des nouveaux acteurs, que des nouveaux logiciels, que des nouveautés, et du coup de s'entourer de personnes qui ont déjà eu cette expérience-là, je pense que ça augmente les chances de succès. Eh bien, merci Alexandre. Juste un point quand même. Pierre-Louis. Tout ce qu'on s'est dit là, en fait, la conclusion, je ne sais pas à moi tirer les conclusions, mais il y a une constante sur tout, c'est qu'il va falloir payer pour voir.
matricialiser, enfin créer une matrice à l'avance, on est sûr de se planter, c'est pas possible. Donc, quel que soit l'acteur, il va falloir qu'il paye pour voir. Et ça, il y a beaucoup d'industriels qui ont encore du mal à le comprendre. Qui n'en ont pas l'habitude, pour qui Pas du tout. culturellement Exactement. c'est inconcevable. Je prends la main pour la conclusion, figure-toi. Pour vous dire simplement merci. Donc merci Lara, Frédéric, Pierre-Louis, Alexandre. Vous êtes parrain et marraine des premières sessions de e-commerce society, ce qui veut dire que j'espère vous revoir bientôt et surtout n'hésitez pas à en faire la promo autour de vous. Mais en tout cas, merci de nous avoir éclairé sur le D2C et de nous en avoir donné le mode d'emploi. Au revoir. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat sur le D2C, Direct to Consumer. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le D2C a permis l'émergence d'acteurs e-commerce de petite taille, notamment grâce aux opportunités offertes par les technologies qui sont apparues sur Internet. Réseaux sociaux, marketplace, vidéo entre autres. 2. Les réseaux sociaux sont un canal incontournable pour assurer le développement des acteurs du D2C. 3. Parmi les impératifs pour réussir en D2C, la logistique et le service client, la mesure de ses capacités d'investissement et surtout pratiquer le test and learn. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Lengo pour leur soutien ainsi qu'à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.